Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du 48.7. Aujourd'hui, je reçois Marie-Adrien. Donc Marie-Adrien, pour l'information, c'est avant tout une amie. C'est une amie de la nature également, une amie des animaux. D'ailleurs, je vous précise que dans ce podcast, vous risquez d'entendre certains sifflements en fond. Ce n'est pas un problème technique. C'est simplement que Marie a un effet particulier sur les bêtes et donc sur mon chien, qui pleure depuis avant parce qu'il a vu Marie. Il sait probablement qu'on va sortir. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. On enregistre en studio et voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Bonjour Marie. Bonjour Gilles. Merci déjà d'être venu. Avec plaisir, bonjour tout le monde. Alors Marie, avant de parler d'abeilles, je te propose de te présenter, nous expliquer qui tu es. Alors qui je suis Bonne question. Non, mais en lien avec le sujet qu'on va aborder, je crois que comment me définir une amoureuse de la nature, ça c'est certain. Depuis toute petite, je crois que voilà, c'est ancré en moi. On m'appelait un peu la Brigitte Bardot junior parce que même quand on marchait sur une fourmi, je pleurais. Donc voilà, ça donne un peu mon degré de sensibilité à la nature. Moins que la fourmi quand même. Moins que la fourmi, mais je pleurais quand même. C'était un drame. Et puis, en fait, la nature m'a emmenée aussi vers la photographie. Et donc, j'ai vraiment plongé dans cet univers-là à travers mon regard photographique. Et donc, ça m'a reliée encore plus au vivant, à la nature. Et voilà, et on conscientise quand on est aussi près de tout ça, de son importance et des enjeux qu'il y a derrière de la préserver. Les photos de Maddy, dont on vous mettra le lien en description pour aller les voir, parce qu'effectivement... Marie est une excellente photographe. Vous pouvez souvent voir ses travaux à la Maison de la Nature de Hirtsfelden, parce qu'on habite tous les deux Hirtsfelden, voilà, je le précise. Exactement. Voilà. Donc Marie, aujourd'hui, on va parler des abeilles. À quel moment est-ce que les abeilles sont entrées dans ta vie ? Alors, je pense qu'elles ont toujours été présentes, parce que quand on est petit, on marche sur les abeilles, on se fait piquer, on les voit voler un peu partout. Donc, je pense qu'on a tous les abeilles autour de nous, mais en fait, j'ai plongé dans l'univers des abeilles sauvages, vraiment avec mon boîtier quand je faisais de la proxy. Donc, je travaillais beaucoup en proxy photo. Donc, le principe de la proxy, c'est comparativement au macro où on va vraiment faire tous les détails des insectes, la proxy, c'est vraiment de s'approcher un peu plus près des insectes sans forcément faire des énormes plans. Et en fait, je suis tombée sur une abeille qui ressemblait un peu à un bourdon que je n'avais jamais vu, et je suis quelqu'un de très curieuse. Donc je me suis pas arrêtée là, j'ai pas simplement fait ma photo. Je suis allée un peu plus loin en me disant qu'est-ce que c'est que cette abeille ? C'est bizarre, ça ressemble à une abeille mais pas vraiment, c'est velu, c'est coloré, ça ressemble pas aux abeilles domestiques. Et donc j'ai fait pas mal de recherches, et puis de là je suis tombée sur un site de Paul Bee, qui porte bien son nom de famille, Bee, voilà, comme l'abeille. Anglais, hein. Ouais, voilà, il est anglais, voilà. mais vit en France, et c'est un passionné des osmies, qui sont une des espèces d'abeilles sauvages. Et donc j'ai pas mal découvert sur cette abeille-là, qui était effectivement bien une abeille et pas un bourdon. Et voilà, c'est comme Obélix qui tombe dans la potion magique. Je suis tombée dans l'univers des abeilles sauvages et je n'en suis jamais ressortie. Et qu'est-ce qui t'a fasciné dans cet univers ? Alors c'est vraiment le kaléidoscope que tu as dans cet univers-là. C'est aussi la complexité de leur système et en même temps, c'est vraiment fascinant parce que il y a des mœurs variées, il y a des couleurs variées, il y a des tailles variées, il y a des modes de fonctionnement variés. Et finalement, on se cantonne à regarder les abeilles à travers juste l'abeille mellifère, donc Apis mellifera. Et en fait, il y a bien plus que ça, quoi. Ça se limite pas à juste l'abeille qui fait son miel et les produits de la ruche, quoi. Il y a bien plus que ça, et on ne le connaît pas. Donc, c'est juste dingue. Comment tu définirais aujourd'hui ton rapport à l'abeille ? Alors, il est particulier. C'est un peu un guide quelque part, parce que c'est des
c'est des insectes, comme dit, qui ont une certaine persévérance, force, capacité d'adaptation aussi, qui sont infatigables en fait. Donc en fait, je pense que dans le monde actuel, qui est quand même assez complexe, où il y a pas mal de choses qui s'effondrent, je pense que c'est une belle image que de travailler avec l'abeille, qui a quand même cette force et cette capacité à en fait, à nous permettre de nous nourrir aussi, hein, quelque part. Donc, moi, mon rapport, c'est vraiment quelque chose de très sensible et puis, en fait, j'ai conscience que c'est un des maillons principaux, quand même, de notre vie sur cette planète, parce que ça nous fournit notre alimentation, mais pas que, hein, c'est vraiment, ça permet la préservation des plantes, ça permet la pollinisation des arbres fruitiers, des légumes, enfin, voilà, c'est vraiment la base. Ça nourrit aussi les oiseaux, ça nourrit pas mal de bêtes. Donc, c'est vraiment pour moi un maillon essentiel. Donc, j'ai un rapport très proche et très sensible avec eux, quoi. Je crois que c'était Einstein qui disait que si les abeilles disparaissaient, ils donnaient 4 ans de vie à l'homme, quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Sans abeilles, on ne vivra pas longtemps parce qu'en fait, il y a cette approche de dire oui, mais on pollinise maintenant tout doucement, comme dans certains pays, à la main. Mais en fait, on n'arrivera jamais à polliniser à la main les mêmes quantités que pollinisent les abeilles. Et la même qualité, exactement. Il y a des études qui ont été faites. C'est la pollinisation d'une abeille permet une meilleure qualité des fruits et des légumes, par exemple. Donc derrière, manuellement, on n'aura pas le même effet. Il n'y a pas ce brassage de pollen que va faire l'abeille, parce qu'elle ne va pas que prendre le pollen sur une plante, elle va aller sur plusieurs plantes. Mais donc voilà, il y a Brooklyn derrière qui est en train de soutenir ce que je dis. Absolument. Mais il aimerait bien une petite caresse aussi. Donc pour nos auditeurs, Brooklyn, c'est mon chien, voilà, qui est fou amoureux de Marie et qui lui fait la fête à chaque fois qu'elle vient. Et là, visiblement, il a envie de sortir. Donc il nous le fait savoir. Vous risquez de l'entendre souvent pendant ce podcast. Voilà. Et en même temps, ça fait partie de la nature. On est dans la thématique. Exactement. Concrètement, Marie, alors qu'est-ce que tu fais au quotidien avec les abeilles ? Alors, aujourd'hui un peu moins, dans le sens où avant j'avais vraiment des actions concrètes pour les aider au niveau de la préservation et puis pour ramener certaines populations d'abeilles sauvages. Que je ne fais plus au jour d'aujourd'hui parce que c'était vraiment une étape qui était pour moi importante pour sensibiliser, mais aussi pour remonter la pente. Mais trop intervenir, ce n'est jamais bon non plus. Plus on intervient, plus on déséquilibre. C'est le principe même de l'intervention. C'est accompagné en fait. Voilà, donc il faut à un temps peut-être permettre un équilibre, mais une fois que l'équilibre se réinstaure, il faut laisser faire. Mais je fais quand même mes actions en ayant un jardin punk, donc je pratique le jardin sauvage qui favorise, oui, alors je suis un peu punk avec sur les bords, avec des clous, des bracelets cloutés. Alors voilà, donc je pratique cette approche de jardin sauvage où on laisse place à la biodiversité, et pour moi c'est une action majeure pour les abeilles parce qu'en fait on laisse de quoi polliniser, on laisse de quoi se loger. Et donc voilà, pour moi c'est l'action principale et je continue quand même à donner des conférences sur la thématique des abeilles. Et d'ailleurs, il y a un film qui va être diffusé à la Maison de la Nature prochainement sur être avec les abeilles, donc la Maison de la Nature de Hirtshvellen, où derrière en fait on aborde justement le comment vivre avec elles, comment les favoriser et comment aborder aussi les abeilles dans une approche beaucoup plus respectueuse, mais aussi l'apiculture dans une approche plus respectueuse. Et voilà, comment se reconnecter avec elles et comment les favoriser. On vous mettra tous ces liens en description, vous pourrez aller consulter. Alors Marie, je vais te poser une question un petit peu tremblement de terre. Dans cette période actuelle, dans ce monde actuel où on est plus préoccupé actuellement par le forage, par le pétrole, dans ce monde de guerre, dans ce monde d'incertitude où l'humanité semble avoir perdu parfois toute raison. Donc là, je vais un peu loin. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à continuer ?
En fait, ce qui me motive, c'est que moi, je suis une éternelle optimiste. Quelle que soit l'ambiance générale, quel que soit l'état et l'urgence de certaines problématiques, notamment la biodiversité qui subit un effondrement majeur et qui s'accélère. Moi, je pense que de montrer la beauté du vivant, de ramener les gens à l'extérieur, de leur faire comprendre aussi surtout comment ça fonctionne, parce qu'en fait je crois qu'on a oublié justement toute cette partie-là, on ne sait plus comment ça fonctionne et on ne comprend plus non plus l'interreliance qu'on a avec le vivant. Moi je crois qu'en fait en continuant à y croire, en étant positif et en montrant la beauté de tout ce qui nous entoure, d'où la photo. D'où la photo, exactement. En fait, je crois qu'on peut changer encore la donne. Enfin, moi, j'y crois. C'est vraiment le principe du colibri. Faire sa petite part et chaque goutte d'eau, en fait, peut faire l'océan. Donc, je pense que ouais, on peut. Et puis, si on reprend le Covid, c'était une période qui était particulière, mais que moi, j'ai appréciée parce qu'en fait, la nature a retrouvé ses droits. Et on a pu voir qu'en l'espace de peu de temps, la nature a vraiment retrouvé ses droits. Donc, la nature est très résiliente. Et je pense que nous, on devrait vraiment regarder ça et puis se dire qu'on pourrait aussi être un peu plus résilient et puis changer la donne. Donc voilà, moi je pense que... Je précise pour ceux qui pourraient monter au plafond que quand tu dis que tu as apprécié la période Covid, bien sûr, ce n'est pas la maladie que tu as appréciée. Non, on est d'accord. C'est vraiment le temps de pause et la nature qui a pu retrouver ses espaces. C'est vraiment que ça que j'ai apprécié. On est bien d'accord. Ah voilà, là on entend le feu en fond. Voilà. Ouais. Donc là il a vu passer quelqu'un dans la rue pour info, probablement un de ses copains. Donc ne vous inquiétez pas, cet animal n'est pas maltraité. Hein. Non. Il est juste content de voir un copain dans la rue, voilà. Alors Marie, avant d'entrer dans le sujet, qu'est-ce que la plupart des gens ne comprennent pas ou comprennent mal quand on parle des abeilles ? Alors, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas ? Je dirais pas qu'ils comprennent pas, mais je pense qu'ils ne connaissent pas, ou on n'en a pas vraiment beaucoup parlé. Sur le monde des abeilles, il y a, comme je disais avant, une grande diversité, une grande variété. Et on connaît surtout les abeilles mellifères, mais on connaît très peu les abeilles sauvages. Et pourtant, c'est un monde qui est quand même très différent, qui se complète, mais qui est quand même très différent. Donc en fait, voilà, c'est un manque de connaissances qui est présent. Et je pense que le podcast est aussi là pour ça, c'est pour un peu présenter ces différences et aller un peu plus loin dans cet univers. Absolument. Alors c'est vrai que tu as abordé ce sujet avant, quand on parle d'abeilles, on pense toujours à abeilles domestiques, enfin en tout cas la plupart du temps. En réalité, de qui parle-t-on vraiment ? Alors en fait, on parle donc on est toujours effectivement l'abeille domestique dont on parle. Hein, c'est une des abeilles qu'on a sur un nombre très riche d'abeilles. La particularité de l'abeille domestique, c'est que comme elle porte son nom, hein, elle est domestiquée. Donc déjà, elle vit en communauté dans des espaces. Alors maintenant, on a créé les ruches, hein, mais à la base, elle ne vivait pas dans une ruche. Elle ne fabriquait pas de ruches en bois. Voilà. C'est vrai. Elles ne savent pas faire ça. Elles sont Pourtant, on parle d'abeilles maçonnes, mais pas menuisières. Mais pas menuisières. Voilà, exactement. Donc en fait leur ruche entre guillemets, hein, si on peut dire ça comme ça, c'était souvent dans des troncs, dans des trous, dans des cavités, certaines dans des roches, hein, où il y a des trous. Brooklyn est vraiment à fond, ouais, il veut vraiment du miel aussi. Oui, il a vu passer son copain. Hein. Ça va pas durer longtemps, c'est le temps qu'il traverse la rue. Hein, vous inquiétez pas. Voilà, mais ça fait partie du jeu. Du folklore. Voilà, exactement. Donc en fait, les abeilles domestiques vivaient à la base de manière sauvage aussi. Hein, avec un équilibre à elle, et l'homme par intérêt, si je peux l'appeler comme ça, a créé des ruches, a compris qu'en fait ces abeilles pouvaient être domestiquées, pouvaient vivre en communauté en fait, et produisent des produits qui nous servent à nous humains, hein, donc le miel, il y a le pollen, il y a énormément de choses qu'on peut utiliser, des ruches, et qu'on va vendre. Donc il y a une notion d'argent, de commercialisation, de marchandisation. Et donc on est forcément concentré sur ces abeilles-là parce qu'il y a
vraiment cette notion de gain financier derrière. Les abeilles sauvages, quant à elles, en fait, elles n'ont pas ça. Elles ne font pas de miel, elles ne font pas de pollen, il n'y a pas de produit de la ruche. Mais par contre, elles sont bien plus importantes. Enfin, c'est peut-être pas juste en disant bien plus importantes, mais elles sont quand même très importantes parce qu'elles sont souvent très spécialisées. Et certaines abeilles sont les seules à pouvoir polliniser certaines plantes. Et donc, elles sont indispensables à la survie de certaines espèces. Ce qui n'est pas forcément le cas des abeilles mellifères qui ne sont pas spécialisées, elles sont plus généralistes. Donc voilà, tu peux répéter la question? Je me suis perdue. Finalement, en fait, si ça répond à la question, parce que l'idée, c'est de savoir, quand on parle d'abeilles domestiques, de quoi on parle exactement. Voilà, donc domestique, c'est vraiment la ruche, les produits de la ruche. C'est une vie en communauté. Il y a tout un écosystème avec les ouvrières, les reines, le faux bourdon qui est le mâle. Donc il y a vraiment, à échelle humaine, elles sont construites un peu comme nos sociétés, en fait. Il y a vraiment des hiérarchies, des rôles, ce qui n'est pas le cas dans les abeilles sauvages, où là, il y a les femelles, les mâles, qui font leur rôle de sauvegarde de l'espèce, donc par l'accouplement, et de pollinisation pour nourrir, en fait, aussi les progénitures. Voilà, c'est là la majeure différence par rapport aux domestiques, qui sont très structurés. La durée de vie aussi peut varier, les lieux de vie, mais ça on ira plus en détail après au fil du podcast. Effectivement, donc on est sur des abeilles aussi, il faut le dire, qui n'ont pas de dard, qui ne piquent pas. Alors sur les sauvages, pourtant elles sont sauvages. Alors elles sont sauvages, alors oui, elles ont un dard pour certaines, mais le dard est tellement fin et petit que nous, humains, ça ne peut pas percer notre derme. Comparativement à la domestique, où là, le dard, il peut bien percer notre derme et bien nous piquer. Mais en sachant qu'elle ne va piquer que si elles se sont agressées et que si on est à une proximité qui ne lui convient plus. Sinon, elle ne va pas l'utiliser parce qu'une fois qu'elle a piqué, elle ne survit pas. Donc, elle n'a pas intérêt à mourir. Donc c'est vraiment en cas de défense qu'elle va l'utiliser. Par contre, les sauvages ne sont pour la plupart pas équipés de dard, ou alors, comme dit, ne peuvent pas s'en servir au niveau de notre derme. Mais ça servira quand même dans d'autres cas. À se défendre. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a souvent peur, surtout des sauvages, en se disant oh là là, non, je les veux pas à proximité, ça pique. En fait, non. Voilà. Moi, pour la petite parenthèse, je suis quand même allergique aux piqûres d'abeilles et de guêpes. Et pourtant, je les prends dans les mains quand elles se noient, je les manipule quand je faisais les nettoyages de cocons, etc. Et il n'y a pas de problème, en fait. Voilà, c'est vraiment le rapport qu'on a avec l'animal. Si on est en stress et qu'on a peur, forcément, elle va le sentir et ça va accentuer ce stress. Mais en fait, non. Voilà, c'est pas méchant, c'est pas dramatique. Même allergique, je suis encore vivante et pourtant, ça fait des années que je suis au contact des abeilles. De toute façon, les animaux, d'une manière générale, attaquent pour se défendre. Totalement. C'est vraiment quand il y a agressivité de notre part ou parce qu'on se rapproche trop près. Complètement. Oui. Parce que c'est leur défense. Comme nous, on va se défendre si on est en danger. Donc voilà, réaction totalement normale, mais non volontaire dans le principe de nuire à l'humain. C'est pas le cas. Donc pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des abeilles maçonnes dans votre entourage, si vous les approchez pas à moins de 20 mètres, normalement, il n'y a pas de souci. Laissez-les maçonner. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'elles sont si méconnues du grand public ? Parce qu'en fait, on parle énormément des abeilles domestiques. On vend les produits de la ruche, on a des ruches partout, donc c'est un sujet qui est très, très, très mis en avant. Et les abeilles sauvages, finalement, on n'en parle pas parce que, comme tu disais avant, il y a pas cet intérêt financier, donc il n'y a pas de gain derrière, pas direct, je dirais, un gain direct. Pas identifié. Voilà, pas identifié, même s'il est énorme, le gain. Bien sûr. Mais c'est ce qui fait qu'on ne les connaît pas. Et derrière, on n'en parle pas beaucoup. On parle vraiment très peu des abeilles sauvages. Ça commence un petit peu, mais y a pas, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent. On ne les regarde pas d'assez près pour savoir qu'il y a une différence entre ces différents petits insectes qui volent. On ne met pas le nez assez dedans, on ne va pas plonger dedans.
moi, j'ai vraiment pris cette conscience-là par la photo, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait des choses différentes, elles se ressemblaient pas, et c'est là que tu dis, c'est bizarre, mais ça ressemble pas du tout à celles qu'on voit d'habitude. Ça a une couleur, c'est une autre couleur, une autre forme, elles sont petites, elles sont grandes, voilà, je l'ai pas goûté, mais voilà, donc en fait, c'est là qu'on prend conscience qu'il y en a d'autres, mais qu'on connaît pas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elles sont plus importantes que les abeilles domestiques pour la biodiversité ? C'est différent. C'est différent. Je dirais pas qu'elles sont plus ou moins importantes. Les deux sont importantes. On aime bien les comparatifs, nous, dans les podcasts. Ouais. Non, les deux sont importantes, même si, comme je l'expliquais avant, la diversité en abeilles sauvages, elle est beaucoup plus grande. On parlera de chiffres après, mais il y a vraiment beaucoup plus d'espèces d'abeilles sauvages que la domestique. Il y a quelques différences, la noire, la Apis mellifera classique, mais je sais plus. Décidément, je perds le fil. C'est ça quand on est passionné. En fait, ça bouillonne. J'ai plein d'infos dans ma tête que j'aimerais dire. Et en fait, voilà. Je me limite. Mais lâche-toi, ne te limite pas. On est là pour voilà, c'est ça. Non, la question c'était, est-ce que tu penses qu'elles sont plus importantes que les abeilles domestiques pour la biodiversité ? Non, en fait, moi, comme dit, mais je pense de manière générale dans le monde vivant, chaque espèce a son rôle et sa place. Tout est une question d'équilibre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on favorise énormément les abeilles domestiques par les ruches, parce qu'on implante des ruches, et ça crée un déséquilibre qui n'est pas favorable, bien sûr, pour l'abeille sauvage. Et pourtant, elles ont les deux un rôle très important. L'abeille sauvage est, comme je disais avant, spécialisée, donc elle va être beaucoup plus spécialisée, donc elle va avoir des terrains de prédilection pour la pollinisation, ce qui n'est pas le cas de la mellifère. Et donc, c'est d'autant plus compliqué de pouvoir s'alimenter, si en plus derrière il y a une grosse concurrence des abeilles domestiques qui viennent aussi s'alimenter sur ces plantes-là, ou des fois pas, mais voilà, ces plantes-là sont plus rares. Et derrière, en plus, l'alimentation se raréfie de manière générale parce qu'on détruit les espaces naturels, il n'y a plus de prés, il n'y a plus de plantes, on bétonise terriblement. Toute surface vivante, on la remplace par du macadam ou des bâtiments ou des cailloux parce qu'on ne veut pas s'embêter à enlever certaines plantes, alors qu'on devrait les laisser parce que c'est souvent des plantes médicinales. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, donc en gros, pour moi, elles ne sont pas plus importantes, mais elles sont toutes importantes. Il n'y a pas cette notion d'importance ou pas d'importance dans la nature. Elles ont tout un rôle à jouer, en fait. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui justement de cette prolifération d'hôtels à insectes ? Est-ce que c'est pas justement un pansement sur une dénaturisation finalement de l'espace ? On espèce de recréer artificiellement des milieux, mais c'est quoi la limite de l'exercice ? Alors oui, puis c'est une manière de nous donner bonne conscience, comme souvent, ces actions sur le terrain, c'est une manière de dire... ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister, exactement, Absolument. Totalement. Mais c'est aussi, c'est pas sans risque. Comme je disais avant... Parce que souvent, les gens qui mènent ces actions ne sont pas ceux qui, en amont, non plus créent les conditions du besoin. Oui, clairement. Ça, il faut le préciser aussi. Clairement, mais après, c'est vrai que très souvent, on le voit dans les communes, il y a ces hôtels à insectes dans les entrées de villages, etc. Alors, c'est toujours favorable dans le sens où ça permet de sensibiliser et permet d'en parler. Sinon, on n'en parlerait peut-être pas et on serait peut-être pas là aujourd'hui à en parler non plus. Donc, c'est un bel outil quand même, mais ça a ses limites. Comme tout, chaque intervention n'est pas sans conséquence. Et ça, il faut qu'on le garde en tête de manière générale quand on intervient dans la nature. Quand les gens me disent « Ah ouais, mais là, il y a des choses qui ont été détruites, mais c'est pas grave, on va compenser ». Mais en fait, non, on ne compense jamais. On ne peut jamais recréer un espace comme il l'est naturellement. Et compenser peut aussi amener d'autres déséquilibres. Parce qu'on va créer des écosystèmes là où ils ne devaient pas être et qui vont peut-être impacter donc d'autres écosystèmes qui étaient là avant. Et les hôtels à insectes, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, dans la logique de l'hôtel à insectes, on va concentrer un ensemble de populations dans un même endroit. La nature, naturellement, ne va pas se concentrer. Parce que c'est source de parasitage. Donc quand on met une espèce à côté de son parasite, j'ai pas besoin de faire le dessin, je crois que c'est assez parlant. Absolument. C'est pas forcément productif. Alors que dans la nature, en fait, les espèces vont se répartir pour justement éviter cette proximité et éviter qu'il y ait concurrence ou qu'il y ait prédation. Donc moi, ce que je favorise, alors c'est bien d'avoir ces
petits hôtels à insectes, à petite échelle, spécialisés, à répartir dans plusieurs espaces, plutôt que de faire de gros hôtels à insectes où on réunit tout le monde. Voilà, les gens ont besoin de l'espace aussi, hein. C'est comme chez nous, quand on se concentre de trop, à un moment donné, il y a des frictions, il y a des choses qui fonctionnent moins bien parce qu'on est trop entassés, trop les uns sur les autres. C'est pareil pour la nature, on n'aime pas ça, quoi. En fait, Absolument. on a besoin de nos espaces, on a besoin d'un certain périmètre pour être bien et pour éviter justement les tensions et les frictions. C'est pareil, la nature, c'est pareil. Je fais un parallèle d'ailleurs avec un autre sujet qui te touche aussi, hein, quand on parle des arbres. Ouais. Il y a ce phénomène de replanter maintenant des arbres, et c'est très bien, c'est très très bien, mais on ravage des pans de forêt, et ensuite on reconstruit artificiellement. Or, on sait aujourd'hui que les arbres, je vais te laisser l'expliquer, c'est toi l'expert dans le domaine. En fait, c'est pareil, effectivement, c'est comme pour les hôtels. Il faut une diversité, il faut des espaces. Même les arbres ne se touchent pas, en fait. Choisissent de pousser à tel et endroit. choisissent, et puis il y a des interactions entre espèces. Donc, en fait, il faut laisser cette diversité se faire. Il faut éviter la concentration. La nature, elle fonctionne comme ça. C'est vraiment son fonctionnement. À se construire d'une manière très précise, très chirurgicale. Et aujourd'hui, ce n'est pas avec une production industrielle, je veux dire un entassement, qu'on va réussir à produire les conditions idéales de la nature. C'est vraiment, moi je compare souvent la nature à de l'horlogerie, l'horlogerie fine. Chaque chose est à sa place et chaque chose a une raison d'être. Et en fait... C'est le principe de la perma. C'est vraiment, c'est le principe de la perma, mais de plein d'autres choses, en fait. Rien n'est hasard, tout a une raison, et tout s'imbrique, en fait. Tout fonctionne en maillon. Et quand on enlève un maillon ou qu'on déséquilibre un maillon, forcément, ça devient plus compliqué à gérer. Parce qu'on enlève le maillon essentiel. Oui. Chaque chose a sa place. En fait, si on voulait bien faire, il faudrait laisser la nature trouver son chemin, dans des espaces à disposition, mais ça, c'est sûr que ça ne va pas se faire en un an. Non, c'est clair. Et puis essayer d'être le moins interventionniste possible. Et ça, on n'a pas l'habitude. En fait, l'homme a besoin de maîtriser, contrôler, manipuler, contrôler, gérer. Et en fait, la nature, elle n'aime pas ça. Elle a besoin d'être ce qu'elle est et pas de venir et d'intervenir. Et c'est pour ça, même nos actions sur le terrain, elles font sens sur plein de domaines. Mais elles, comme je disais avant, elles ne sont pas sans conséquences non plus, quoi. Absolument. Voilà. Il y avait ce film justement qu'on était allé voir, je ne sais plus le nom, tu vas pouvoir peut-être nous le donner, qui parlait justement de cette interaction des arbres entre les plantes, entre les végétaux, qui a fait beaucoup de bruit. L'intelligence des arbres. L'intelligence des arbres. Je ne sais pas si tu te souviens de l'auteur. On vous retrouvera le lien et on vous le mettra en description, je me le note. Oui, c'est un Allemand, c'est Peter Wullenberg. Qui avait fait le film L'intelligence des arbres. Entre-temps, il y a eu plein d'autres choses il y a plein de recherches encore sur ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui est encore en étude. Donc, il y a plein de documentaires sur le sujet. Il y a plein de livres très intéressants aussi sur le sujet. Maintenant, on parle aussi de l'intelligence des plantes. Donc, il y a énormément de biographies, de choses qu'on peut découvrir justement sur tout cet univers-là. Et en fait, tout s'imbrique, même les insectes, ils ont des modes de communication. L'abeille aussi, donc le code couleur, les plantes ont des couleurs, ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien, parce que justement, ça permet aux insectes de s'orienter, ça permet aux insectes de savoir que c'est la plante à les polliniser. Donc, c'est pour ça que je parle d'horlogerie fine, c'est des mécanismes tellement poussés, tellement dingues. Enfin, moi, ça me fascine, en fait. C'est vraiment fascinant. C'est comme notre corps, en fait. C'est fou, la mécanique de tout ça. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut lire sur le sujet. Et puis, juste d'observer, ça suffit, en fait. La plante interagit avec l'insecte interagit avec son milieu de manière plus large. Enfin, comme je parlais avant, tout est interrelié. C'est vraiment... C'est dingue. C'est connecté. Ouais, c'est ça. Comme nous, on est connecté avec, mais on l'a oublié. Donc la nature a ses codes couleurs. Je rappelle à la nature que si elle a besoin de chartes graphiques, The Chose peut le comprendre. C'était une petite parenthèse. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, justement, on parle d'intervention humaine, est-ce qu'on peut dire que l'apiculture est une aide ou une concurrence aux abeilles sauvages ?
Alors ça, je vais faire crier beaucoup de gens. Non, je pense que... Pas autant que le chien. Pas autant que le chien, non, exactement. Alors, c'est toujours pareil. Moi, je suis assez dosée dans mes propos parce que je pense qu'il faut les doser. Je pense pas que c'est contre-productif, mais c'est toujours pareil, c'est une question de nombre et d'équilibre, et c'est aussi une question de pratique. Ça dépend de comment est pratiquée l'apiculture. Si elle est respectueuse du vivant, si elle est faite dans une logique de résilience et de respect, elle ne pourra que être favorable. Par contre, si elle est faite dans une logique de productivité industrielle ou derrière le bien-être de l'abeille, c'est ce qu'on peut voir sur certaines productions de miel où les abeilles, pour extraire le miel, elles sont broyées dans leur je cherche le nom. Voilà, quand ils extraient le miel, en fait, elles sont dans les alvéoles, elles sont broyées. Et là, pour moi, il y a un problème parce que là, c'est contre-productif. En plus, on est sur des échelles industrielles et là, oui, il y a des équilibres avec les autres espèces sauvages qui n'ont pas la même capacité de reproduction que ces abeilles à échelle industrielle. Et là, oui, on est face à un problème, et c'est comme tout, c'est comme l'élevage intensif qu'on voit au jour d'aujourd'hui, qui prend de l'essor, qui crée vraiment des grosses problématiques. Pour l'abeille, c'est pareil, parce qu'elle est surexploitée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Son système immunitaire faiblit, donc elle devient plus vite malade. Donc, il y a vraiment toute une problématique générale, et c'est pareil dans les exploitations industrielles à grosse échelle, où on parque, où en fait, finalement, l'animal est mal, et ça, c'est pas OK. Donc, je pense que c'est toujours pareil, c'est une question d'approche, d'intégrité dans nos manières de fonctionner. Et si c'est fait correctement, à petite échelle, en prenant en compte que justement, il y a d'autres espèces autour qui ont besoin aussi d'un espace, et là, il n'y a pas de concurrence. Et là, c'est OK. Mais, voilà. Ça, c'est à l'homme de trouver cet équilibre-là. Il y a toujours cette question au sujet de l'intervention humaine, de la main humaine. Et c'est vrai que c'est un véritable débat, parce que c'est quelque chose qui s'accentue avec les années. C'est pas juste un délire rigolo. On est vraiment sur quelque chose de réel et de palpable. Est-ce qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui entre élevage d'abeilles et biodiversité qui s'est créé ? En fait, c'est compliqué. Est-ce qu'on a ouais. passé le rupteur ? Je pense... Sur certaines productions, oui, on a passé le rupteur, surtout quand derrière on produit du miel de basse qualité. Là, pour moi, on a passé très clairement le rupteur, parce qu'on vend du sucre, avec une infime partie de produits réellement de la ruche. On ne citera personne. Donc là, on a passé le rupteur, et là, on est dans quelque chose qui n'est pas vraiment très éthique, on va dire. Mais sinon, non, je pense, comme dit, que parce que c'est intéressant ce point. Ouais. Je me permets d'insister dessus pour que les gens comprennent aujourd'hui, quand on achète du miel bas de gamme, il se passe quoi exactement ? Comment c'est produit ? Quelle est l'incidence pour l'abeille ? Est-ce que c'est produit de manière industrielle ? On n'a plus à faire du miel à du miel, mais à du mélange de sucre, je ne sais quoi. Il y a quasiment pas de produit de la ruche dedans. Mais même si on en extrait, mais on le dilue fortement pour pouvoir faire des grosses quantités et le vendre du coup à des prix où derrière c'est hyper rentable pour le producteur. Alors je me fais l'avocat du diable, est-ce que ça n'a pas aujourd'hui une solution à la surexploitation des abeilles ? C'est-à-dire finalement de leur affliger de produire moins et de transformer plus le produit derrière. Je me fais l'avocat du diable. Oui, mais encore une fois, on est dans un monde qui fonctionne de façon financière. Donc, il y a de l'argent en jeu. Tant qu'il y a de l'argent en jeu, on sera, quel que soit le sujet, que ce soit les abeilles, que ce soit n'importe lequel, on aura la même problématique, c'est qu'il y a de l'argent en jeu. Et tant que ça existe, on sera face à des dérives. Et c'est malheureux, mais c'est là qu'il faut, à nous, petite échelle, en tant que consommateurs, favoriser des apiculteurs locaux qui ont vraiment cette conscience de l'abeille, qui ont vraiment une affinité avec elle, qui abordent... pour la plupart, vraiment, c'est une passion, c'est une vraie passion, vraiment, et qui ont vraiment tissé ce lien très étroit avec l'abeille, et qui permettent de
fournir un produit qui est quand même intéressant pour l'humain, parce que en fait l'abeille, le miel, c'est sa nourriture, mais aussi son médicament finalement, et nous c'est aussi un médicament, et ça il faut en avoir conscience, mais il faut, nous à notre échelle, consommer déjà de manière éthique, donc favoriser des apiculteurs locaux, bio, qui ont vraiment cette production éthique, et aussi nous consommer de manière plus juste, pas des quantités faramineuses, rester sur quelque chose de plus équilibré, consommer de temps en temps du miel, mais ne pas non plus en abuser, parce que derrière, c'est prendre l'alimentation de l'abeille pour se nourrir nous-mêmes. Donc ça, c'est à garder en tête. Donc quand on consomme... Oui, parce que c'est leur alimentation. C'est leur alimentation, c'est vraiment leur alimentation qui tente à baisser très, très, très fortement, parce que, comme j'expliquais avant, les milieux pour s'alimenter tendent à disparaître. Donc il y a moins de pollen, donc moins de produits pour elles aussi pour s'alimenter. Et dans les ruches, en fait, elles stockent pour elles, en général pour l'hiver, pour pouvoir s'alimenter pendant l'hiver. Ce qui se passe, quand un apiculteur le fait de manière éthique, il lui laisse suffisamment d'alimentation, il ne prélève qu'une partie, mais il lui laisse suffisamment d'alimentation pour qu'elle puisse se nourrir avec sa propre alimentation, avec ses propres produits, sans agrémenter de sucre parce qu'il n'y a plus assez à nourrir. Même si des fois, suivant les années, parce qu'il n'y a pas assez d'alimentation en extérieur, ils sont quand même obligés de les nourrir. Et ça, c'est pas lié au prélèvement, mais vraiment à l'écosystème général. Mais en fait, si on leur laisse suffisamment, elles vont être en meilleure santé déjà. Elles vont pouvoir lutter contre certaines maladies parce qu'elles prennent leurs produits qui sont extrêmement riches pour leur immunité. Alors que le sucre ne l'est pas. Elles ne sont pas faites à la base pour manger du sucre industriel. Quoi. Nous non plus. Voilà, exactement. J'en profite au passage. Exactement. Donc c'est vraiment garder ça. Tu reprends un petit Kinder ? Voilà, merci, je veux bien, mais sans sucre s'il te plaît. Donc voilà, c'est vraiment, c'est là qu'il faut être dans cette conscience-là. On peut consommer, mais consommons éthique, consommons logique et soyons responsables aussi de cette partie-là. Ok. Alors nous, on va revenir un petit peu sur les abeilles sauvages, sur les abeilles dites solitaires. Pourquoi on les appelle solitaires d'ailleurs ? Alors pourquoi solitaire ? Parce que comme j'expliquais avant, l'abeille Lapis mellifera ou abeille domestique, c'est une abeille qui vit en communauté, donc avec tout un système, ouvrière, reine, etc. Alors que l'abeille dite solitaire. Maçonne aussi. Alors je vais expliquer après pourquoi on en parle souvent des maçonnes, mais il n'y a pas que les maçonnes. En tout cas, l'abeille solitaire qui englobe toutes les abeilles qui sont sauvages, vraiment sauvages dans le sens réel du terme, en fait, ne vivent pas en communauté. Elles vivent de manière isolée. Elles se tolèrent l'une à côté de l'autre, mais elles ne vivent pas en communauté. En fait, elles vont vivre uniquement, donc mâles et femelles. Les mâles vont être là juste le temps de l'accouplement. Et ensuite, il va mourir très rapidement. Et c'est la femelle après qui va faire son boulot jusqu'à ce qu'elle ait terminé ce travail de maintien de l'espèce, va mourir aussi. Donc déjà, la durée de vie est beaucoup moins longue que les abeilles mellifères. C'est une question de quelques semaines, quelques mois, voilà. Alors que l'abeille mellifère, pour les ouvrières, ça peut aller de 1 an à 2 ans, ça dépend en fait, les reines un tout petit peu plus, mais c'est aussi très court, mais un peu plus long que l'abeille sauvage. Mais voilà, solitaire vraiment, parce qu'elle vit, entre guillemets, seule. Ok. Voilà. Et alors maçonne, parce qu'elle... Maçonne. Alors certaines sont... Alors il faut savoir qu'il y a... il y a plusieurs espèces en plus. Voilà, il y a plus de 1000 espèces en France d'abeilles sauvages, 2000 en Europe et plus de 20 000 dans le monde. Alors on va toutes vous les présenter maintenant. Voilà, alors vous êtes prêts avec des noms à coucher dehors. Vous n'allez pas les retenir. Tu as des exemples ? Alors il y a l'abeille maçonne on a par exemple dans les abeilles maçonnes, on a l'osmie cornu ou l'osmie rufa. On a alors dans d'autres espèces, on a l'Anthropora plumipes. Attention à vos souhaits. Voilà, donc il y a plein, voilà, énormément de noms d'espèces différentes, et en fait, elles ont des mœurs très différentes. Et donc on parle souvent de l'abeille maçonne parce que c'est celle qu'on voit le plus, parce que elles viennent maçonner des fois nos façades, des trous qu'on a à des endroits, et on se rend compte le matin, tiens, il y a de la terre qui a bouché là l'espace. Et souvent, c'est les abeilles maçonnes qui ont fait leur boulot. Donc on voit un peu plus cette espèce-là, mais il y en a une foultitude
Moi, j'en vois beaucoup dans le jardin. Alors, je n'ai pas encore vu, par contre, les abeilles peintres en bâtiment qui viennent derrière pour racoler au niveau de la couleur. Ça, ce serait sympa. Je jette une bouteille à la mer, hein, bien évidemment. Voilà, si jamais il y en a une qui savait faire la peinture, ça serait sympa. Voilà. En fait, elles viennent vivre dans nos... Elles vivent où, en fait? Elles vivent dans nos murs, elles vivent... Alors, elles vivent à plein d'endroits, mais ne sont pas destructrices de nos espaces, parce que souvent, c'est « Ah là là, ça va détruire ». Non, par exemple, on parle de la charpentière, l'abeille charpentière, c'est le xylocope, en fait, son vrai petit nom. C'est la grosse abeille bleu-noire qu'on voit dans nos jardins, qui fait un bruit d'enfer, vraiment le vrombrissement qu'on entend de loin, qui est magnifique à observer, mais qui fait peur, parce qu'elle est énorme par rapport aux autres abeilles, hein, bien sûr, parce qu'à l'échelle humaine, elle n'est pas si énorme que ça, mais elle est grande par rapport aux autres abeilles, elle fait pas mal de bruit quand elle passe. Mais en fait, elle est totalement inoffensive et en général, quand tu t'approches, elle part. Donc, voilà, elle ne veut pas aller vers nous. Et à observer, elles sont vraiment très belles avec ce bleu irisé qui change de couleur suivant le soleil. Et en fait, on les appelle les abeilles charpentières parce qu'elles vivent dans la charpente. Donc, elles vont creuser leur galerie pour faire les nids dans la charpente. Mais attention, elle ne va pas utiliser notre charpente saine. Hein. N'ayez pas crainte que votre toit s'effondre parce qu'il y a les abeilles charpentières autour. Elles vont que dans le bois en putréfaction. Ou par exemple des troncs d'arbres. Donc c'est pas bon signe non plus quand même. Et voilà, si elle loge dans votre toiture, c'est que votre toiture est en piteux état et là il va falloir quand même faire un petit contrôle. Sinon, voilà, vous risquez peut-être de ne plus avoir de toiture. Du coup, je suis moins content d'en avoir vu dans le jardin cet été. Non, mais parce qu'elle va loger dans du bois que t'as pas loin, qui est peut-être voilà. Oui, alors ça, il y a de quoi faire. Voilà, mais en gros, voilà, elles vont loger dans différents espaces, certaines dans le sol, donc les terricoles, elles vivent dans le sol. Il y a les abeilles qui vivent dans du sable. Voilà, il y a les abeilles qui vont être maçonnes, les vraies maçonnes, ce qu'on appelle les vraies maçonnes, qui vont maçonner leur nid complet. Elles vont utiliser par exemple un abord de façade et vous allez voir en fait un amas de terre qui va se former avec une certaine structure, une certaine épaisseur, une certaine matière. Et bien là, c'est des vraies maçonnes. Il y a aussi des guêpes maçonnes, les guêpes sauvages, qui vont créer ces structures-là de maçonnage, vraiment. Et il y a les fausses maçonnes, qui sont les osmies, qui, elles, un peu fainéantes, et voilà, elles n'ont pas trop envie de bosser. Donc elles font une partie du boulot, mais pas tout. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser une cavité qui est déjà faite et elles vont juste maçonner la paroi des espaces de ponte et faire le bouchon final. Il ne faut pas trop en demander non plus. On en a aussi comme ça dans le domaine privé. Voilà, c'est ça. Il faut tout. Il faut des gens vraiment bosseurs à fond. Puis d'autres qui utilisent un peu ce qui existe. C'est pas plus mal finalement parce qu'elle s'économise. Absolument. Elle est intelligente finalement. Elle utilise ce qui est déjà existant et fait juste un petit peu de boulot quand même. Est-ce que tu peux nous parler de l'abeille syndiquée ? Alors ça, il y en a sans doute aussi, mais voilà, je les ai pas trop vus encore. Alors, ça vit combien de temps une abeille sauvage en moyenne ? Alors ça dépend, mais c'est une question de quelques semaines, 1 à 2 mois, suivant les espèces. Voilà, c'est vraiment très très court. Alors la durée, c'est pas tout à fait juste ce que je dis. La durée réelle, c'est quasiment une année sur un cycle complet. Mais le temps de vie extérieure à butiner et à faire perdurer l'espèce est très court. C'est 1 an si on considère au moment où la larve a été pondue jusqu'à son émergence. Donc l'émergence, ce que c'est la sortie du cocon ou du nid et que l'abeille devient vraiment l'adulte qui va voler, qui va faire son boulot. Donc ce temps-là est très long. En général, c'est 9 à 10 mois. Donc c'est un cycle qui est relativement long sur l'échelle de leur temps de vie réel en extérieur, à polliniser et à faire cet accouplement et cette ponte, cette nidification. Et la nidification et la période de vie extérieure, elle est de l'ordre de 1 à 2 mois. Et pour les mâles, même plus court, parce qu'eux, ils sont juste là à attendre la femelle. Ils s'accouplent, et une fois qu'ils ont fait leur boulot d'accouplement, ils meurent. Voilà. Donc c'est très court. C'est vraiment très court. C'est quand même assez cruel, on va dire, comme vie, finalement. Moins cruel que la menthe, parce que la femelle ne mange pas le mâle. Alors la menthe religieuse, on n'en parle même pas. Ça, c'est un scandale. Voilà. Donc là, l'abeille laisse le mâle mourir tranquillement, mais dans avec son coin, tête. Avec sa tête. Voilà. D'ailleurs, finalement, ta mission aussi consiste à récupérer les pontes et les maintenir dans la période hivernale.
Alors, je faisais à un moment donné des ateliers de nettoyage de cocons. Alors ça, c'est faisable essentiellement sur les abeilles fausses maçonnes, donc l'osmie cornue, l'osmie rufa par exemple, parce que justement, elles vont pondre souvent dans des tubes. Si maintenant vous avez des espaces où vous laissez des tubes de bambou ou de renouée du Japon, la fameuse vilaine plante qui pose quand même problème, mais qui peut être intéressante dans sa structure pour faire pour permettre aux abeilles fausses maçonnes, donc aux osmies de pondre, de faire leur nidification. Donc c'est des abeilles où on peut accéder à la ponte. Et moi je faisais pendant des années des ateliers justement pour ramener un peu la population à un niveau plus élevé, parce qu'on les perdait vraiment progressivement pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y avait plus de gîtes pour elles, donc elles perdaient leurs espaces. Concurrence avec d'autres abeilles, perte d'alimentation, mais aussi la problématique des changements climatiques, c'est-à-dire qu'on avait, comme on a eu cette année, comme on a souvent, les hivers ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années. Donc ces hivers, en décembre, on peut se retrouver avec du 12, 13, 14 degrés dehors, alors que c'est la période où il devrait faire très froid. Et les osmies sont très sensibles à ça. C'est-à-dire que elles vont être en latence, donc dans le cocon, quand elles auront fait leur cycle, à l'état de presque sortie, en fait, elles vont attendre que la température soit propice à la sortie. Et donc, elles ne vont pas bouger. Donc, jusqu'à fin décembre, en général, elles ne sont pas trop sensibles à la température. Mais à partir de début janvier, si les températures montent au-delà d'un certain degré, elles ont des capteurs qui vont dire « Ah, le printemps arrive ». Et ces capteurs-là vont faire qu'elles vont commencer à se réveiller et donc sortir de cette latence qui permet de ne pas trop consommer d'énergie. Et elles vont se mettre en réveil, en phase d'émergence, et vont sortir parce que l'appel est là, les températures le permettent, sauf que l'alimentation n'est pas là. Parce qu'en fait, ces températures-là sont beaucoup trop tôt. Donc on a des fois en janvier 15 degrés. Mais les plantes n'ont pas encore poussé. On n'a pas les plantes qui nourrissent les abeilles. Mais les abeilles, elles, on l'alerte, il fait bon, je vais sortir, je vais pouvoir m'alimenter. Sauf que ce n'est pas encore la période. Et donc là, on a des grosses pertes. Et donc moi, j'ai fait ces ateliers-là pour mettre les cocons dans mon frigo. Alors ouais, j'avais un frigidaire spécial abeilles. Alors ça paraît bizarre, les gens me disaient mais tu manges les abeilles? Non, je ne mange pas les abeilles. Je les aide juste à rester au froid. Donc je les mettais dans le frigo. Au miel. Voilà, c'était je mangeais des cocons. Non, je ne mangeais pas les cocons. Alors pour info, Marie ne mange que les enfants. Je mange que les enfants et les chiens. C'est pour ça que Brooklyn pleure. Mais là, il pleure plus parce que je l'ai mangé. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Non, mais en fait, donc j'avais un frigidaire. Alors tout le monde me disait, mais Marie, mais qu'est-ce que tu fais avec ce frigidaire, avec ces abeilles là-dedans? En fait, je faisais tampon. Je permettais de maintenir un écosystème froid quand dehors il ne faisait plus froid. Mais par contre, attention, parce que arrivé à un certain temps, elle est quand même maligne. Quand arrive vraiment le vrai printemps, même si elle était dans le frigo au froid, l'émergence elle commençait. Parce que là, elle disait, là, ton frigo, là, c'est pas la vraie température extérieure. Là, on est quand même là à la période où il faut vraiment que je sois. Non, ça va pas. Non. Donc en fait, voilà, ça permettait de réguler, mais c'était aussi un atelier de sensibilisation avec les enfants et les adultes, pour montrer comment ça vit, que dans les cocons, il y a du vivant, comment ça se construit, quel cycle vit de ces abeilles-là. Donc voilà la raison de ces ateliers. Et alors tu poursuis encore ces ateliers aujourd'hui? Non. Non, j'ai arrêté parce que déjà il y a le Covid qui est passé par là, donc on ne pouvait plus trop se réunir. Et ensuite parce qu'il y avait vraiment... moi je me suis retrouvée avec un nombre d'abeilles sauvages qui était juste dingue. Et je pense qu'il fallait aussi en rester là. Voilà, il fallait en rester là. Ça rejoint ce qu'on disait plutôt sur cette intervention humaine. Voilà, mon intuition me disait maintenant, Marie, t'as fait ta part, maintenant laisse à nouveau la nature faire son boulot. Absolument, rien ne t'empêche de revenir si vraiment demain... Voilà, si on voit qu'il y a vraiment une perte de vitesse de nouveau, on peut redémarrer ce processus-là. En sachant que c'était vraiment aussi un atelier de sensibilisation. Et aujourd'hui encore, j'ai des gens qui m'appellent de temps en temps, qui m'envoient un message que j'ai rencontré dans ces ateliers, qui me disent là j'ai une question, il s'est passé ça, est-ce que... Voilà, donc c'est vraiment rigolo parce que ça permet aussi des interactions humaines, en plus de l'interaction avec le vivant. Donc voilà.
En tout cas, par rapport à ces ateliers, effectivement, avant de se précipiter dessus, se poser effectivement cette question, est-ce qu'il y a un réel besoin et voilà, est-ce que ça fait sens on trouve l'équilibre. Et je pense que c'est une question qu'il faut toujours, quel que soit le sujet, là on parle des abeilles, mais d'une manière générale, quand on parle d'une intervention sur la nature, même avec les meilleures intentions du monde, se poser la question du sens, du bien fondé, plutôt que d'aller aveuglément sur une direction plutôt qu'une autre. Après, c'est à l'appréciation de chacun et sans aucun jugement, je le répète. Ah oui, non, complètement, c'est vraiment... Je pense que c'est pour donner les clés aussi de réflexion, d'approche. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise approche, mais je pense que sur la pratique, on se rend compte de certaines choses quand même. Et c'est valable à tous les échelles. Voilà, je suis très engagée aussi pour la préservation de certaines espèces, comme la chouette chevêche. C'est pareil, quand on agit, en fait... J'ai une personne qui, sans le penser à mal, mais m'a mis un commentaire, c'est chouette, parce que, alors c'était le jeu de mots, c'est chouette chevêche. Je le note, il n'était pas volontaire, il est sorti tout seul. Je le ressortirai. Voilà. Mais qui me disait, voilà, c'est génial de pouvoir baguer, d'être aussi près de la faune, quel rêve. En fait, pour moi, c'est pas un rêve. Pourquoi ? Parce que j'estime que si je suis là à devoir faire ça, c'est qu'il y a un problème. Et je préférais pas avoir à le faire et ne pas être aussi proche d'elle, parce que ça veut dire que tout va bien. Alors que là, si je suis aussi proche d'elle, c'est que ça va pas si bien que ça. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est moins on a besoin de faire, meilleur c'est, ça veut dire que tout va bien. Plus on a besoin de faire, plus la question se pose, qu'est-ce qui est en train de se jouer, quoi. Voilà. Absolument, tout à fait. Alors on va parler un petit peu, on va rebondir, on va parler un petit peu de la partie anecdote sympa, rigolote. Qu'est-ce que tu as pu voir comme comportement un peu surprenant, méconnu ou pas forcément drôle, mais quel type de comportement chez les abeilles tu as pu observer qui valent le coup de s'arrêter dessus? Alors tous sont très intéressants en fait, parce que c'est bluffant cette intelligence qu'ont ces insectes, mais de manière générale, la nature est extrêmement intelligente. Cette capacité à se repérer dans l'espace, à retrouver, alors quand on prend les sauvages, si maintenant on observe l'osmie dans ses tubes, ou même les terricoles dans le sol, sur des immensités d'espace, elles sont capables de retrouver leur trou. Là où elles ont pondu les premières, elles sont capables d'y retourner alors qu'elles font des allers-retours pour chercher du pollen. C'est bluffant, quoi. Enfin, elles ont un GPS intégré. Nous, on a besoin d'outils magiques pour vivre et pour se déplacer et pour se nourrir et tout. Puis en fait, ces insectes ont ça en eux, quoi. Ils ont des GPS, ils ont des modes de communication, ils ont des modes de repérage, Enfin, tout est inné, quoi. Tu vois l'abeille émerger. Et en l'espace de... Alors, ça, c'est rigolo. L'émergence est génial à observer parce que c'est le temps de la toilette. Et ça, c'est juste magique. Tu les vois frotter leurs antennes, leurs fesses. Elles se mettent en activité. Enfin, c'est vraiment rigolo. Et ensuite, top départ. Et là, on les arrête plus, quoi. C'est aller-retour et c'est parti, quoi. Et tout est inné, en fait. Tout est intégré. C'est vraiment transmission génétique de savoirs qui sont des savoirs millénaires, quoi. Qui évolue parce que l'animal et l'insecte et la nature est capable de s'adapter à sa vitesse, mais c'est bluffant, quoi. Enfin, moi je trouve ça, quand tu les observes, c'est dingo, vraiment. Même la pollinisation, quand tu vois les maçonnes, la capacité à aller prendre la terre, à faire une boule, à porter quelque chose qui est extrêmement lourd par rapport à leur propre poids, et à remouiller avec leur salive cette boule et à étaler, mais vraiment comme la maçonnerie fine. Et en fait, chaque espèce aura, pour les maçonnes, une texture de fin de maçonnerie qui sera différente, qui nous permet de savoir quelle espèce c'est. Et c'est dingue. Tu te dis, c'est dingue, en fait. Et c'est propre. Elles ont leur signature. Ouais, voilà. Donc vraiment... Ah oui, on n'est pas dans la production, on est dans la qualité. On est dans la recherche de qualité. C'est un savoir-faire. Et puis, oui, il y a cet instinct qui reste bluffant. On peut parler de toute espèce animale... Ouais. En l'espace, nous, il nous faut je sais pas combien d'années pour apprendre à marcher, pour apprendre à parler, pour apprendre à manger proprement. Absolument. et puis eux, c'est instantané, Elles ont quoi. le GPS intégré. On sait maintenant pourquoi, quand on habite à la campagne, on a si peu de bandes passantes. C'est ça, parce qu'en fait, c'est les abeilles qui prennent toute la bande. Et alors,
on revient sur nos petites abeilles solitaires. Est-ce qu'elles ont une préférence florale spécifique? Alors, certaines, oui, sont très spécialisées en fonction, en fait, de leur structure morphologique. Elles vont pouvoir butiner ou non certaines plantes. Et certaines plantes sont adaptées à certaines abeilles et donc elles ont besoin... si on prend l'exemple qu'on a parlé du xylocope, donc de l'abeille charpentière, elle a, si on la regarde de près, un nez, alors j'appelle ça un nez, mais c'est pas le nom exact, mais on va simplifier, hein. Je vais pas rentrer dans les termes techniques de la morphologie des abeilles, mais la partie avant, où elles vont aller mettre, en fait, ce qu'elles vont aller mettre dans la fleur, vont permettre, par exemple, à ces espèces-là de butiner essentiellement les fabacées et les liamacées. Donc, c'est des plantes qui ont, par exemple, la sauge, tout ce qui est haricots, etc., ont une fleur qui ont un système très profond, en fait, avec un système de... les étamines sont accrochées sur le haut, et avec un système de pendule comme ça. Donc pour vraiment simplifier, hein, je vous invite à aller voir sur internet la structure de ces fleurs fabacées. Donc vous tapez fabacées et puis vous allez regarder fleurs des fabacées. Et ben en fait, ces abeilles-là, de par leur taille, c'est un peu comme le bourdon qui a cette structure-là, vont pouvoir mettre leur tête dans cet orifice de la fleur. Alors moi, je fais le geste à Gilles, vous ne le voyez pas, mais Gilles me regarde avec attention parce que je lui dessine avec les mains. Elle fait super bien voilà, le geste. Voilà. Et en fait, elle va rentrer sa tête dedans, qui va faire un espèce de levier qui vient presser et qui va faire descendre les étamines qui vont venir frotter l'arrière de son dos. Et en fait, le réceptacle de la récupération du pollen sur l'abeille charpentière se fait sur le dos. Donc, elle a des poils sur cette zone-là qui permettent de réceptionner donc le pollen des étamines qui vient frotter son dos. D'autres vont récupérer le pollen sous le ventre, sous l'abdomen, d'autres au niveau des pattes. Donc, chaque abeille va avoir sa manière de réceptionner le pollen, de récupérer le pollen, et cette récupération va être adaptée à la structure de la plante. Donc c'est ça qui est super intéressant aussi à observer quand on revient à ta question d'avant. Qu'est-ce qui est fascinant à observer, c'est toutes ces méthodes diverses et variées de pollinisation et de récupération du pollen qui est vraiment construit pour s'adapter à certaines plantes qui ont un certain mécanisme de reproduction. C'est incroyable. Ouais, voilà. D'ailleurs, pour nos amis charpentiers qui nous écoutent, sachez que les abeilles charpentières aussi en ont plein le dos. Est-ce qu'on peut observer facilement chez soi justement tous ces comportements Parce que quelque part, je pense que peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent ont peut-être un jardin, sont à la campagne, ils n'ont peut-être jamais vraiment fait attention. On en voit à peu près partout aujourd'hui des abeilles maçonnes. Moi, je faisais pas attention à l'époque avant qu'on se connaisse. Tu m'en as parlé maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, et maintenant forcément on fait gaffe, on ne voit plus que ça. Donc on peut très fréquemment observer ça chez nous. Complètement. Et un peu partout. Un peu partout. Dès qu'il y a, alors pour les plus facilement observables, effectivement, c'est les charpentières par leur taille, mais aussi les maçonnes ou les fausses maçonnes, parce qu'elles utilisent souvent nos façades, elles utilisent des orifices qu'on a autour de chez nous. Si maintenant vous avez fait des perçages dans les façades et que vous les avez jamais rebouchés, mais vous les utilisez plus, en fait pas besoin de reboucher, l'abeille va s'en charger, elle va reboucher. Ou des fois dans les charnières des fenêtres, il y a des zones d'aération où elles vont pondre. Voilà, même si vous avez un parasol avec un trou pour mettre une tige pour maintenir le parasol ouvert, vous pouvez être sûr que tous les matins vous devez percer pour mettre la tige du parasol parce que l'abeille sera venue pondre dedans. Alors malheureusement ça l'enlève, mais voilà. Il faut percer. Alors tiens, question pratico-pratique. Ouais. Si ça m'arrive demain, est-ce que je peux intelligemment récupérer ces pontes, les mettre à l'abri? C'est compliqué. Alors ça parce que là tu vas devoir percer. Voilà, tu rachètes un parasol et tu en mets à côté, puis tu prévois de boucher le trou pour pas qu'elle puisse y aller. Voilà, tu mets des bouchons pour éviter les trous pour là où tu dois y aller. Voilà. Alors, on n'a pas acheté de sel à insectes, on a 25 parasols dans le jardin. Voilà, exactement.
Ils en ont plus dans le magasin, ils sont tous chez Gilles. Non, mais oui, non, c'est compliqué. Après, moi, j'ai eu comme ça, chez mes anciens voisins, ils avaient laissé la fenêtre en dossier en battant, puis ça a pondu dans les pourtours de la fenêtre. Et là, ils m'ont appelé en me disant, merde, Marie, si je ferme la fenêtre, j'écrase les cocons. Donc là, j'ai fait une opération sauvetage autant que je pouvais. Donc l'abeille avait fini, on a laissé ouvert le temps qu'elle ponde. Et une fois qu'elle avait fini son travail, moi, j'ai récupéré les larves et les cocons, en fait. Je les ai mis dans des boîtes spéciales. Il y a eu une partie qui a été perdue forcément parce que on pouvait pas correctement, parce que dans les orifices c'est dur d'aller les récupérer. Mais on va dire les 80% étaient récupérés. C'était mieux que de tout perdre. Donc des fois on fait des actions comme ça qui permettent de limiter la casse, mais c'est pas toujours possible. Bien sûr. Bien voilà. sûr. C'est pareil, j'ai fait une intervention une année, j'ai été contactée par la mairie. Et pas culpabiliser non plus. Hein. Non, c'est important non, de parce que c'est ça aussi la cohabitation. On marche sur des fourmis, c'est la cohabitation. Ça, voilà. C'est la cohabitation. Voilà, ça fait partie aussi du pourcentage de perte de ces espèces. Hein. C'est comme ça, comme dans la nature, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Il y a des pertes, voilà. On se rend même pas compte. Non, mais je pense que là où on peut éviter. Faisons-le. Absolument. Mais voilà, j'étais appelée comme dit. Il ne s'agit pas de se rendre malade en fait, c'est pas l'idée. Hein, non, c'est juste de conscientiser, de se dire là peut-être que dans mon parasol il y a un trou et je vais quand même l'utiliser tous les jours, je vais peut-être mettre un bouchon pour éviter qu'elles aillent pondre inutilement. Oui, exactement. Et comme ça, moi, mon parasol il est toujours libre. Voilà, j'ai pas besoin d'en acheter 15. Du coup, je vends 25 parasols si ça intéresse quelqu'un. Voilà, donc non, l'idée c'est pas de culpabiliser, jamais. Je pense que c'est juste de conscientiser. Absolument. Tu as évoqué un mot avant, qui me fait toujours quelque chose, ce petit mot. Ça me rappelle mes grands combats de l'été. Tu as parlé des guêpes. J'aimerais bien faire une petite parenthèse, si tu le permets, parce que je sais que tu maîtrises ces sujets, et puis il y a de la matière, alors on y va. On n'est pas limité, nous, sur le podcast, qu'on a 8 heures devant vous. J'espère que vous n'êtes pas pressé. On peut en parler pendant une semaine. Est-ce que tu es pressé, Marie ? Non, on peut rester une semaine dessus. On a un peu de temps. Non, j'exagère. Regardez le timer, je pense qu'on dépasse pas les 1h30. Je pense pas. Bref. J'aimerais parler des guêpes parce qu'on parle des abeilles. Tout le monde aime les abeilles. Il y a Maya l'abeille, il y a le miel, il y a tout ce côté sympa de l'abeille. Et alors tout à coup, il y a cette grosse dégueulasse qui débarque de partout qui s'appelle la guêpe que personne n'aime. Elle pique, elle fait mal, elle dérange. On a l'impression qu'elle n'apporte rien. Or, la guêpe a une utilité. Et exactement. Peut-être pas qu'une. Exactement. En fait, elle fait partie de cette famille des abeilles. Hein. Donc, on est sur la même famille des hyménoptères. Pour mettre le terme. Donc c'est la même grande famille autant que le bourdon. Voilà, c'est vraiment cette famille-là. Il y en a plein d'autres qui se rejoignent dans cette famille, mais on ne va pas les citer là. Mais la guêpe fait partie de tout ça. Et pareil, il y a plusieurs types de guêpes. Il y a les guêpes qu'on dit sauvages, qui ont, par exemple, la poliste en fait partie. La poliste, on la voit facilement. Des fois, elle colonise nos boîtes aux lettres. Elle crée ses cocons. On a l'impression que c'est du papier gris comme ça, mâché avec ses petites alvéoles qui s'accrochent tout finement avec juste une petite tige sur vos boîtes aux lettres, sur vos façades. Elles sont très proches de nous, en fait, dans nos jardins ou sur les maisons ou même des fois sur les balcons, dans des espaces où il y a un peu de nourriture autour. Ces guêpes, en fait, ont la même utilité que les abeilles, de manière générale. Elles ont un rôle de pollinisation. Elles ont un rôle dans l'échelle de l'écosystème parce qu'elles vont être prédatrices de certaines espèces et elles vont être prédatées par d'autres espèces. Donc elles vont servir à la fois d'alimentation à certaines espèces et vont manger et maintenir un équilibre sur d'autres espèces. Donc en fait, tout ce petit monde-là, oui, elle paraît plus agressive, mais encore une fois, la guêpe est agressive uniquement si on la dérange. Voilà. Et aussi, surtout, à des périodes où elle a faim et cherche de l'alimentation. Donc c'est souvent, chez nous en Alsace, en tout cas, la période où elle est un peu plus agressive, c'est août. C'est souvent fin août, début septembre, parce qu'elle commence à manquer un peu en alimentation. Et donc elle a faim. Et en fait, ce qu'elle cherche, c'est pas nous, c'est l'alimentation qu'il y a sur la table. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, donc, certaines guêpes sont très carnivores, donc elles aiment bien la viande qu'on a dans nos assiettes, ou le sucré pour certaines.
Eh ben, c'est de mettre tout simplement un petit morceau sur une petite coupelle que vous mettez un petit peu plus loin sur la table. Et en fait, elle va. De 600 grammes. Ouais, voilà, une petite côtelette de 600 grammes. Et puis là, il y en aura plein autour. Et on sera tranquille pour un moment. N'oubliez pas les frites. Voilà, on sera tranquille pour un petit moment, hein, d'ici qu'elles aient dépioté les 600 grammes de viande. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Mais en tout cas, voilà, vous mettez ça de côté et en fait, la guêpe va disparaître de votre espace. Elle va aller sur cette petite assiette et manger. Et puis, voilà. Oui, parce qu'elle n'a pas spécialement envie de s'approcher de nous. Non, elle ne peut pas nous manger, elle n'aime pas la chair fraîche. La nôtre ne lui convient pas. Hein. Ouais. Donc finalement, un petit morceau un petit peu à l'écart pour elle. Et puis vous êtes tranquille. Elle va faire sa vie. Voilà. On l'a testé, ça fonctionne. Voilà. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est juste une côte de 600 grammes avec des frites. Exact. C'est pas la mort non plus. C'est pas la mort. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil. Je pense qu'il faut sortir de ces clichés de... ça pique, c'est problématique, c'est dangereux. Oui, il y a des gens allergiques, exactement, et c'est vrai. J'en parle en connaissance de cause, je suis allergique, et pourtant, je vis entourée de tout ce monde-là, et de manière sévère. Hein, je veux dire, si je me fais piquer, je termine aux urgences, je fais un œdème de coin, donc voilà, je risque ma vie quand même. Hein, voilà, je suis censée avoir tout un attirail avec moi en balade pour au cas où, ce que je n'ai jamais, mais ça, il ne faut pas le dire. Je suis très confiante dans la nature, donc je reste oui, la guêpe porte une mauvaise image, comme les araignées, comme les requins. D'ailleurs, si vous avez des requins dans votre jardin, n'hésitez pas à mettre un petit bout de viande sur le côté. Voilà, on va parler, alors je vais pas en parler, je pense à mon avis, c'est toi qui vas arriver dessus, un autre acteur aujourd'hui de cette biodiversité qui fait énormément débat aujourd'hui. Alors on parle des menaces pour les abeilles sauvages. Alors tu vas nous expliquer quelles sont les menaces pour les abeilles sauvages. Je pense qu'on va rebondir sur un sujet qui va beaucoup parler aux gens. Là je fais un peu de teasing, tu m'as vu venir. L'homme ? Ouais, alors je parlais d'un ami, la famille de la guêpe. Ah, le frelon. Bah oui. Alors le frelon asiatique. Alors le frelon de manière générale, hein, même européen, va se nourrir aussi d'abeilles. Faut pas se cacher, hein, mais ça fait partie de la chaîne alimentaire. Alors là, c'est une chaîne faussée. Mais le frelon asiatique, c'est une chaîne vraiment violente parce qu'il est capable de disséminer toute une ruche. Hein. C'est vraiment très violent par rapport au frelon européen qui va prélever l'une ou l'autre abeille. L'asiatique va vraiment être capable de détruire des ruches complètes. Hein. Plus pour nous humains, la piqûre du frelon asiatique est vraiment plus violente que le frelon européen. Donc oui, c'est un problème actuellement. C'est quelque chose qui est vraiment dans les. Alors pour rappel, tout le monde ne sait pas forcément le frelon asiatique. C'est arrivé comment chez nous ? Alors le frelon asiatique a été amené chez nous par le transport, hein, comme beaucoup pas volontairement, d'insectes, qui sont problématiques chez nous. Hein, donc ce qu'on appelle les insectes invasifs. On en a plein. On a la puce. Alors c'est souvent des espèces asiatiques, hein, donc la punaise asiatique, la coccinelle asiatique. Ah, punaise de lit, apparemment c'est les Russes. Hein. Fallait que je la glisse. Voilà. On a pas mal de moustiques, etc. Le moustique tigre. Voilà, on a plein d'insectes qui viennent, et notamment liés à nos modes de vie, hein, les transports, le déplacement de produits, de conteneurs, par avion, par cargo. Donc on migre énormément de choses par notre fait, hein, voilà. Et donc on se retrouve avec des populations d'insectes ou même plantes invasives comme la renouée du Japon. Hein, c'est des choses qu'on a ramenées d'ailleurs, qui se retrouvent soit par le terreau, soit par les caisses de transport, soit par les valises, soit par... Enfin voilà, il y a différents moyens, se retrouvent propulsés chez nous dans un écosystème qui n'a pas les capacités de lutter contre. Et donc c'est des espèces qui prennent vite le dessus parce qu'il n'y a pas encore d'outils de résistance qui existent de par les autres espèces. Et donc c'est invasif de ce fait. Et le frelon asiatique en fait partie. Mais alors là, il y a vraiment, c'est dans le projecteur. Hein. Actuellement, il y a énormément de campagnes. Moi, je suis pas mal dessus avec d'autres personnes, justement on reste très vigilant de là où on voit les rennes. Hein. Il existe maintenant des systèmes de piégeage qui permettent un peu mieux de gérer tout ça, mais c'est très compliqué quand même.
Et donc il y a pas mal de sites qui permettent, on vous les mettra en lien, d'alerter si vous êtes face à des frelons asiatiques. Il faut le documenter parce qu'après il y a des programmes vraiment de lutte contre le frelon asiatique qui est quand même à prendre au sérieux. Pour certaines espèces, moi je suis d'avis à dire la nature va faire ce qu'il faut, mais en même temps c'est nous qui avons perturbé tout ça, donc ça peut prendre un certain temps. Les abeilles sont déjà en train de mettre en place des outils pour lutter contre, comme la surchauffe des ruches pour voilà, elles ont des outils qui permettent, mais c'est long, ça prend du temps. Elles vont s'adapter, mais voilà, entre-temps, il y en a plein qui vont disparaître. Donc voilà, il y a plein de programmes qui existent pour suivre ces populations-là et les limiter, voire les faire disparaître complètement. Mais c'est une vraie question crève-cœur de se dire aujourd'hui, pour préserver une espèce naturelle, endémique, être obligé ouais. parce qu'on n'a rien contre les frelons asiatiques, qui finalement, eux, sont là contre leur... Enfin, ils ne sont pas là leur propre chef, ils ont débarqué là, ils vivent, ils ont leur place, de se dire qu'il faut lutter. Est-ce qu'il existe des solutions qui permettent aujourd'hui de peut-être les canaliser, les récupérer, je sais pas, je fabule. Malheureusement, malheureusement, non. On est obligé d'aller vers l'extermination. On est obligé, voilà, c'est toujours... Après, il y a deux courants là-dessus, Il y aura le courant de dire, la nature est résiliente, on la laisse faire, et il y a le courant de, en fait, ils n'ont pas leur place ici, et en attendant, nos espèces endémiques sont en train de disparaître, donc c'est difficile de se projeter parce qu'on n'a pas le recul, on n'a aucun recul. Donc l'approche la plus globale au jour d'aujourd'hui et qui est prise, c'est on lutte contre. Alors j'aime pas le terme déjà lutter contre, mais voilà, mais c'est ce que c'est. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de se positionner parce que ça reste du vivant qu'on détruit. Mais en même temps, c'est des enjeux quand même majeurs pour des populations endémiques qui sont aussi en perte de vitesse de ce fait. Donc, ça nous oblige des fois à avoir des choix qui sont vraiment pas agréables et c'est pas confortable. Clairement. Ouais. Voilà. Mais en même temps, c'est l'évolution, c'est aussi nos modes de vie qui font que et voilà. Puis après parce que le frelon asiatique n'est pas pollinisateur. Peut-être pas de la même manière. Alors, comme dit, il a son rôle à jouer dans un écosystème qui est adapté à lui. Ouais. Donc, de là où il vient, l'écosystème est adapté. C'est comme, on prend l'exemple de la renouée. En fait, dans les pays où c'est à la base, c'est mangé par les pandas. Quand les abeilles d'en face font 8 mètres de long, forcément, il y a un équilibre. Voilà. Donc, En fait, c'est toujours pareil. C'est là où il est à la base, il a sa place. Mais là où il a été emmené par nous... il n'a pas forcément ça. Ça ramène toujours à cette main humaine, et là involontaire, clairement. Quelles sont les autres menaces aujourd'hui pour les abeilles sauvages, hormis le frelon Il y en a plein. Alors après, il y a les prédateurs naturels, ce qu'on appelle prédateurs, qui font partie de la chaîne. Donc les oiseaux, par exemple. Il y a les Mais là, c'est équilibré. Mais là, voilà, c'est pour l'alimentation. Le prédateur va consommer juste ce qu'il lui faut pour s'alimenter. Il ne tuera pas plus qu'il n'a besoin. Donc l'équilibre se fait. Et la nature est construite l'équilibre se fait justement par rapport aux prédateurs. Donc voilà, il y a des prédateurs naturels, que ce soit des parasites, que ce soit des oiseaux, que ce soit d'autres insectes qui mangent les abeilles. Enfin voilà, ces parasites-là et ces prédateurs-là sont OK à l'échelle tant que l'équilibre reste. Après, il y a d'autres prédateurs. Le prédateur majeur de l'abeille au jour d'aujourd'hui, c'est nous humains. Alors, non volontairement, mais par la disparition des espaces, donc des habitats. Donc, on bétonise énormément. On détruit quand même beaucoup les prairies. Donc, il n'y a plus l'alimentation, il n'y a plus les plantes. Très souvent, quand on ne laisse pas la plante aller au bout de son cycle, parce qu'on fauche avant. Donc on ne lui permet pas le cycle complet, donc perte d'espèces, et donc perte du nombre de plantes, parce qu'on ne les laisse pas aller jusqu'au bout du cycle. Il y a aussi le changement climatique, très clairement, comme je l'expliquais avant avec l'osmie, qui émerge trop tôt et qui meurt, du coup, parce qu'elle n'a pas l'alimentation qui est pour. Les grands froids aussi peuvent impacter. Enfin voilà, ces variations qu'on a, on a eu l'exemple là, où on était à 19 début mars, et on se retrouve là à avoir de nouveau du -2
début avril, parce que voilà, c'est très. Alors c'est pas normal d'avoir des gelées en avril et de la neige. Hein. Ce qui était anormal, c'est d'avoir 19 degrés fin février, début mars. Absolument. Voilà. Il faut le remettre dans le contexte aussi, parce que souvent on dit ah ouais, non, mais neige, c'est pas normal. Oui, en fait, en Alsace, en avril, on avait de la neige. Hein, c'est pas anormal. C'est l'inverse qui est pas normal. Donc voilà. Donc il y a tout ça. Il y a vraiment cette perte des habitats qui est pour moi l'enjeu majeur pour ces insectes-là, quoi. Alors, tu parlais du colibri qui fait sa petite goutte. Ouais. Est-ce que les gestes du quotidien peuvent vraiment faire la différence ? Complètement. Je crois que, en fait, le meilleur endroit pour vraiment créer des micro-habitats, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment ces micro-habitats, ces petits havres de biodiversité qui n'ont pas besoin de faire des hectares, en fait. 1 mètre carré de jardin suffit à créer, en fait, un écosystème de dingue. J'en parle d'ailleurs sur une conférence dans 2 jours sur le jardin punk. Punk à chien. Il faut un chien. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est à cette petite échelle-là qu'on fait énormément. Moi, je le vois dans mon potager, dans mon jardin. En fait, il y a un écosystème de dingue. Je répertorie un nombre d'espèces qui est juste hallucinant. Mais vraiment, et c'est pas si grand que ça. Hein. Je veux dire, voilà, mon espace n'est pas grand, mais je cohabite avec eux très clairement et je leur laisse l'espace. Ça veut pas dire que en fait je peux plus marcher dans mon jardin, hein. Ça veut pas dire ça. On peut faire cohabiter les deux. On peut cohabiter. Avoir un espace tondu, avoir un espace herbeux, tempérament. En plus c'est joli, ça donne le côté cottage. Complètement. Et en plus il faut aussi avoir des zones tondues. Pourquoi ? Parce que certains, si on prend l'exemple tout bête du rouge-queue. Le rouge-queue, il aime pas quand c'est trop haut parce qu'il n'arrive pas à attraper les insectes et à les voir. C'est pareil pour d'autres espèces. Pour pouvoir s'alimenter, ils ont besoin de zones un peu plus rases. Mais les zones un peu plus hautes permettent à ces insectes-là de se développer. Et ensuite, ils vont bouger. Et les zones rases vont permettre aux prédateurs de les attraper. Donc en fait, c'est comme je disais avant, tout est équilibre. Donc il ne faut pas que des herbes hautes, il ne faut pas que du ras, il ne faut pas des zones... Comme la permaculture, c'est bien de couvrir les sols, mais pas que, il faut aussi laisser des zones non couvertes, parce que par exemple, certains insectes ont besoin de la terre, donc il faut qu'ils puissent y accéder. Donc tout est question d'équilibre. C'est comme pour nous, tout est question d'équilibre. Bien sûr. Donc du coup, est-ce que planter des fleurs, ça suffit, ou est-ce qu'il y a d'autres actions ? Ouais, moi, comme je disais, laisser des zones sauvages, laisser des... Pas forcément besoin de chercher à contrôler. Non, il n'y a même pas besoin de planter, en fait, laisser pousser. Les sols sont riches de plantes sauvages, et c'est celles qui sont le plus adaptées au terrain. Donc, laissons-les plein pousser. En fait, c'est juste de les laisser pousser. Moi, chez moi, j'ai du millepertuis, du coquelicot, l'achillée millefeuille, j'ai du lierre terrestre. Tout ça, c'est venu tout seul. J'ai rien fait. J'ai juste laissé. Ouais. J'ai juste laissé faire, en fait. Laisser faire. Voilà, c'est ça. Et c'est le meilleur moyen d'action, c'est de laisser faire. Ça ne veut pas dire laisser le truc en friche. Ah non, ça ne veut pas dire que j'ai des ronciers jusqu'au plafond. Je confirme que le jardin de Marie est très agréable, très sympa. Voilà, il est pas comme d'habitude. Nous invitons tous nos auditeurs à venir prendre le café chez Marie. Nous mettrons l'adresse en description. Une infusion avec des plantes sauvages, s'il te plaît. Avec des plantes sauvages. Et alors du coup, on parle de laisser faire. Alors, les hôtels insectes, pour toi, c'est productif ou contre-productif ? Comme dit, ça dépend de l'échelle de l'hôtel à insectes. Ça dépend aussi de la gestion qu'on en fait de cet hôtel à insectes. Ça dépend où on le met. Si on le met au milieu d'un rond-point avec que du macadam autour, c'est sympa, c'est joli. On ne vise personne. C'est sympa, c'est joli. Comme je dis, c'est pas une mauvaise action parce que toute action peut être a toujours un côté positif. Mais petits hôtels, petits hôtels spécialisés. Sans faire des kilomètres. Pourquoi pas. Mais je pense que il n'y a pas besoin forcément d'avoir laissé des tiges de bois morts, laissé des écorces par terre, laissé des zones en friche. Et ben en fait, arrêtez de ranger. Voilà, c'est un hôtel à insectes à lui tout seul en fait, de laisser des espaces, de mettre des cailloux, de mettre. Ça peut être très joli en plus. On peut aménager ces petits coins aussi pour l'aérissement. Complètement. C'est pas que pour les abeilles au final. Hein. Oui, absolument. C'est pour tout un écosystème. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter ? Pesticides, très clairement. Les pesticides, très clairement. Les greens de golf.
Ouais. Bon. J'entends par green de golf ton Duhara, pas voilà, une on n'a seule. rien contre les golfeurs. Non. Aussi, Non, hein. non. Mais encore une fois, ça fait partie d'un équilibre. Voilà, il y a certains c'est espaces ça. pour le golf. Bon, voilà, C'est ça. Non, mais voilà, c'est. Ne partez pas, les golfeurs. On Non, n'a rien contre vous. restez, on vous aime. Non, ouais, je crois que, comme dit, c'est les jardins très minéraux, ouais, le jardin minéral, ouais, c'est pas terrible, c'est pas fou. Mais C'est si ça pas représente fou. qu'un espace. Mais si c'est qu'un voilà, espace, ça va. c'est Mais toujours c'est comme pareil, dit, voilà. une question d'équilibre, en fait. Je Comme pense- toujours, ouais, c'est est-ce ça. qu'il faut être tout l'un, C'est tout ça. l'autre? Est-ce que, voilà. Moi, je pense que le Comment- macadam, quand même, là, il n'y a pas de secret. Hein. C'est sûr. C'est pas fou quand même. Hein, C'est ça. pas fou. Même si les plantes arrivent dans une faille du macadam, Bien arrivent à sûr. pousser, hein, C'est une toujours. horreur, Hein. C'est une horreur. Mais non, voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire Mm. Moi, je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire surtout. Ouais. Ouais. Mm. Plus que ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que c'est. On n'est pas là pour taper sur les doigts. Non, ce qu'il faut faire, c'est voilà, Ce qu'il conscientiser. faudrait. Ce qu'il faudrait, ouais. Exactement. Et que chacun fasse à sa portée, à sa volonté. Ouais, complètement. Encore une fois, sortir de cette culpabilisation aussi. Non, Toujours non, de non. montrer les gens du doigt, de dire ah, elle fait mal, lui il fait pas bien. Non, je pense que ouais, il y a C'est- pas, comme dit, il y a pas de mauvaises ou bonnes actions, il y a Non, juste voilà, faire. on n'avancera pas avec ces mentalités-là. C'est finalement avoir conscience et que chacun fasse en son âme et conscience comme il peut, comme il veut et sans jugement. Hein. Ouais, je pense que aussi de comprendre, c'est ce que je dis à ma conférence sur le jardin punk, en fait, c'est l'idée, c'est de faire comme on a envie de faire, c'est certain, mais quand on conscientise l'importance de ce qui nous entoure, et en plus, et surtout, qu'est-ce que ça peut nous apporter Bien quand sûr. même, parce que mine de rien, en laissant tout ça faire son petit chemin, en fait, on a tellement à y gagner, mais tellement, Bien déjà pour le bien-être mental, parce que c'est tellement joyeux d'entendre un oiseau chanter dans son jardin, de voir un insecte voler, ça fait un bien fou pour le corps, pour l'esprit, pour tout en fait. Et en même temps, si on laisse tout ça fonctionner, enfin moi je fais mes tisanes dans mon jardin, je prélève des feuilles riches et variées pour faire ma salade, donc je nourris mon corps aussi correctement. Et en fait, du coup, il n'y a pas besoin de se poser la question de pourquoi ou comment. Enfin, c'est juste, c'est super bien pour nous, quoi. Enfin, Oui, on l'intègre dans le fonctionnement. Moi qui suis papa d'un enfant de 3 ans, je sais que voilà, on positionne des graines pour les oiseaux pendant cet hiver. Quel bonheur de le voir à la fenêtre s'émerveiller, de voir mais tous ces oiseaux dans le jardin. complètement. On a un jardin, une partie tondue qui est sympa, une autre partie parma qui est sympa aussi, et on le voit dans les résultats. On a un cerisier au fond, on a des cerises absolument magnifiques, alors qu'on ne fait rien de spécial. C'est tout ce petit écosystème qui va travailler. Pareil pour le potager derrière. C'est pas des efforts démesurés en fait. C'est un aménagement à trouver qui nous convient, qui nous va. Et dans lequel on arrive à trouver cet équilibre. Complètement. Puis on a tellement à recevoir de la nature quand Bien sûr. comme tu disais, les cerises en pagaille, des figues en pagaille, des légumes merveilleux, des plantes nourricières et médicinales. Enfin, l'autre fois, je suis rentrée d'un festival Écoutons nos natures et nos racines, pardon, et j'avais pas eu le temps de faire les courses et j'avais envie de salade et j'avais pas grand chose dans le frigidaire. Et puis en fait, à part des cocons. à part des cocons, hein, je suis sortie. Et là, quel bonheur! J'ai cueilli du plantain, du lamier, j'ai cueilli aussi des feuilles d'achillée, un peu de mauve. Et en fait, je me suis fait ma salade. J'avais du pissenlit, j'avais d'autres plantes qu'on peut consommer. Et en fait, j'avais une salade déjà hyper riche en nutriments parce que je venais de la cueillir toute fraîche. Et en plus, hyper colorée parce que je lui ai mis de la pâquerette, quelques couleurs de fleurs de lamier. Et en fait, c'est génial. C'est juste génial. Et du coup, j'ai eu un super repas. J'ai pris un temps pour moi dans le jardin. Et c'était coloré. Et là, si tu croises une petite vache, un petit steak dans la foulée. Ouais, voilà. Non, là, j'en avais pas, malheureusement. Voilà. Bon, un petit insecte peut-être qui s'est glissé sous une feuille que je n'ai pas vue. Mais un peu de protéines quand même. On parle beaucoup de jardin, mais il faut savoir aussi que c'est des actions qu'on peut mener en ville sur un balcon. Complètement. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand jardin, comme dit, un pot de fleurs et on y laisse certaines plantes.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas justement tout un intérêt aujourd'hui à développer ça sur vos balcons, si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr. Mais clairement, demain, ramener cette biodiversité en ville, alors c'est pas l'espace le plus adapté pour elle, mais elle trouvera son chemin. Mais ça trouve. Et puis il y a plein d'actions qui sont menées, même des jardins partagés en pleine ville. Voilà, il y a plein d'actions qui se mènent et qui fonctionnent très bien. Il y a de plus en plus de monde qui mettent aussi des toits végétalisés. Donc il y a plein d'actions qui permettent, même à Paris, il y a des toits végétalisés. Enfin voilà, la ville n'est pas synonyme d'absence de vie, au contraire. Je pense que on le voit, il y a de plus en plus d'animaux sauvages qui rentrent dans les villes pour s'alimenter aussi. Oui, et puis il y a une vraie volonté aujourd'hui de créer des espaces verts, des coulées vertes. C'est un des projets aussi de Frédéric Marquet sur Mulhouse, de développer cette coulée verte. Voilà, un projet très intéressant à suivre. Ouais, complètement. Puis en plus, on a un intérêt aussi dans les villes, même à replanter des arbres, etc., pour faire tomber les températures en été. Voilà, il y a tout un avantage en ville aussi à ramener très clairement la nature, et elle y a sa place. Alors, si on devait retenir 3 actions justement simples à faire dès demain là pour nos auditeurs, ce serait quoi ? S'émerveiller, le premier. Comme le dit si bien Vincent Munier dans son film Le Chant des forêts, je crois que l'action la plus importante au jour d'aujourd'hui pour changer un peu la donne, c'est de s'émerveiller, de réapprendre à observer tout ça et à vraiment ouvrir grand les yeux, grand le cœur, grand les sens et s'émerveiller, quoi. Laissez tout ça vous happer au plus profond de vous-même. Ça, c'est la première action pour moi. La deuxième, sortez, soyez dehors, respirez, vivez, imprégnez-vous de tout ce monde-là. Et n'oubliez pas d'écouter les podcasts quand même. Écoutez les podcasts quand même. Non, je rigole, sortez, allez, sortez tout le monde quand dehors. Même. Ouais, voilà, allez dehors, reconnectez-vous au vivant. Et puis, la troisième chose, qu'est-ce que je pourrais dire ? Aimer ce qui vous entoure, aimer partager avec vos familles, vos enfants, si vous en avez, ces instants de découverte du monde sauvage et du monde vivant. Partez à sa rencontre et ralentissez, prenez le temps de tout ça, quoi. Et le reste viendra. Exactement. C'est la vraie conscientisation. Complètement. Faire les choses mécaniquement. Complètement réapprendre. Moi, je fais de la communication intuitive animalière, en fait, avec les animaux sauvages, mais pas que, aussi avec les animaux domestiques, comme on les appelle. Mais c'est pour moi un outil majeur pour réapprendre à changer nos rythmes. Et se caler, en fait, à leur fréquence, à leur rythme, qui est vraiment un rythme naturel. Et ils nous réapprennent vraiment à changer ce rythme qu'on a, qui nous happe, qui nous pousse à aller vite, à ne plus regarder, en fait, à plus ressentir, à nous déconnecter même de nous-mêmes. Voilà, le vivant, lui, il est vraiment dans cette connexion. Il vit au rythme des saisons, il vit au rythme biologique, voilà, il respecte vraiment ce rythme-là. Nous, on a l'exemple, ce week-end, on a changé d'horaire, c'est pas anodin, on casse notre rythme biologique. Parce qu'on enregistre depuis fin mars, pour information. Ah oui, pardon, non, c'est pas grave. Oui, parce que c'est diffusé plus tard, mais parce que pas que les gens se mettent à régler l'heure. Ouais, voilà. Mais en tout cas, on réapprenons à nous connecter à nos rythmes, quoi. Ouais, vraiment. Donc ça passe par un travail sur soi, comme toujours. Ouais, une conscientisation, le travail, une intégration, un changement de sa vision, une ouverture. C'est une ouverture, c'est une reconnexion. En fait, on l'a, tout le monde l'a en nous. On a cette part en nous, mais on l'oublie, on la met de côté parce qu'on est happé par le quotidien. Les enfants nous rappellent cet émerveillement sur la nature. Complètement. Quel est le message que tu aimerais que les gens retiennent de cette discussion qu'on vient d'avoir ? Qu'ils retiennent ce qui les a touchés dans leur cœur, vraiment ce qui a vibré chez eux, c'est ça qu'il faut retenir. Ce qui vibre, c'est ce qui nous parle et ce qu'on doit retenir. Donc on a parlé de tellement de choses, je ne sais pas s'il y a, je ne pourrais pas dire il y a quelque chose de particulier à retenir. Je crois que
à chacun de retenir ce qui l'a fait vibrer et de le faire vibrer plus loin et voilà, de transmettre tout ça. Si ça vibre, c'est que ça parle et que c'est en lien avec nous, quoi. Voilà. Soi. Alors, maintenant, on va se projeter. Si dans 10 ans, rien ne change, ça pourrait ressembler à quoi? Ça va changer. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est mon cri du cœur, j'espère. Ouais. J'espère que ça change, vraiment. J'y crois, vraiment encore. J'ai envie d'y croire. Et on fera en sorte que ça change, en fait. J'ai pas envie de me projeter à dans 10 ans, ça va pas changer, vraiment, parce que je crois que ça me ferait peur. J'ai pas envie de le voir, je veux pas savoir, en fait, parce que les choses s'accélèrent, il est vraiment urgent de faire changer les choses. Donc je crois que j'ai pas envie de regarder ce 10 ans sans changement, mais plutôt de le regarder dans 10 ans, on a fait changer énormément de choses. Parce qu'il y a plein de gens qui conscientisent, il y a plein de gens qui mènent de super belles actions favorables à la diversité, au monde du vivant. Il y a de plus en plus de jeunes qui conscientisent, qui font des actions sur le terrain. J'en ai rencontré plein. J'ai sponsorisé un film récemment sur le sujet de la nature. Donc des jeunes vidéastes qui se lancent dans ces actions concrètes, terrain pour la nature. Donc regardons l'avenir positivement et disons-nous, rendez-vous dans 10 ans avec plein de belles choses. Alors je ne veux même pas te poser la question suivante, tu sais quoi? Parce que tu as raison, on va arrêter de penser au pire, on va se projeter dans le meilleur. Ouais, exactement, on va regarder le meilleur, vraiment. Et alors, quand on parle de changement de vision, est-ce qu'on peut mesurer la valeur économique ou écologique des abeilles ? Je pense que oui. Alors, il y a plein d'actions qui sont menées sur le terrain. C'est un peu comme la permaculture. Il y a des mesures qui ont été faites à grande échelle sur quel est le résultat derrière de ces actions-là. Les abeilles ont clairement, on a pu le voir avec la pollinisation mécanique qui n'a pas du tout le même rendement, pas du tout le même résultat. Il y a des actions qui avaient été menées sur des projets en arboriculture où derrière, il a pu être démontré que qualitativement et quantitativement, quand c'est pollinisé par des insectes pollinisateurs dont les abeilles font partie, en fait c'est bien meilleur. Donc il y a une meilleure tenue des légumes et des fruits, pourrissent moins vite. Qualitativement, le goût est meilleur, ils sont beaucoup plus riches, la diversité est beaucoup plus grande. Et donc clairement, il y a des résultats probants sur l'enjeu aussi financier de ces espèces-là. Alors moi j'aime pas le formuler dans l'enjeu financier parce que il y a toujours des risques de dérive, mais oui il y a clairement un impact positif de tous ces pollinisateurs sur nos cultures de manière générale. Donc c'est important, et puis pour notre santé mentale et pour notre santé globale en fait. Écoute, je vais finir avec un chat dans la gorge. Brooklyn n'est plus là, c'est pour ça que le chien n'est plus là, il y a maintenant le chat. Peut-être pour ça que le chien était en stress depuis le début. Voilà, c'est parce qu'il a senti qu'il y avait un chat dans ta gorge. Absolument. Je vais finir avec une dernière question. On citait quelques exemples de films. Est-ce que tu peux nous conseiller quelques livres, quelques films, quelques documentaires intéressants sur ce sujet pour ceux qui voudraient pousser un petit peu plus loin que le sujet qu'on a abordé aujourd'hui? Alors en film documentaire, donc je l'évoquais avant, il y a Être avec les abeilles, c'est produit par Jupiter, qui amène effectivement à conscientiser la corrélation, le lien entre les abeilles mellifères et sauvages, mais aussi les enjeux d'apiculture. Donc très très intéressant vraiment, avec des approches encore il y a des apiculteurs qui ont des approches de ruche-tronc, ce qu'on appelle la ruche-tronc. Donc c'est des ruches qui sont dans des troncs, qui est la plus proche du naturel en fait. Il y a plein de livres. Alors je les mettrai en lien. Je connais pas tous les noms par cœur. On vous donnera tout en description. Mais sur les abeilles sauvages, il y a un bouquin qui est magique qu'on vous mettra en lien, que moi j'aime vraiment beaucoup parce qu'il aborde justement toute cette diversité.
Après, voilà, il y a énormément. Il y a le site de Paul B que je salue en passant s'il écoute un jour ce podcast. On l'enverra lire. Voilà, qui a été mon mentor dans ces abeilles-là et que je remercie vivement pour sa passion et toute cette transmission. Il a un site aussi sur les osmies, justement, une page Facebook, donc on vous mettra le lien, qui sont riches en informations, que je vous ai aussi un peu transmises, mais que c'est lui qui me les a transmises en partie, pas que, mais en partie. Donc ouais, il y a plein, on peut envoyer des liens, des livres, il y a plein de choses, quoi. Eh bien écoutez, on vous transmettra tout ça. Moi, Marie, je tiens à te remercier particulièrement pour ce podcast, pour ce numéro du 48.7. Alors c'est vrai que 48.7, c'est un média qui s'adresse principalement aux entrepreneurs. Généralement, on parle plus de thématiques liées au business. Je voulais faire ce crochet aujourd'hui, parler d'un sujet différent. Déjà parce que c'est la journée nationale ou internationale, à vérifier. C'est la journée des abeilles aujourd'hui. Et je sais que voilà, c'est un sujet qui te tient à cœur, qui nous tient à cœur. C'est un sujet dont tu parles toujours avec passion depuis les années que je te connais. Vrai, donc je ne voyais pas quelqu'un d'autre faire ce podcast que toi. Et c'est l'occasion, voilà, je voulais partager aussi autre chose que des sujets récurrents toujours au business, parce que y a des sujets qui sont d'une importance capitale et qui concerne tout le monde. Et je pense que beaucoup de gens vont s'intéresser à ce podcast. Voilà. Et puis en lien avec, tu parles des entreprises, je pense que c'est un pont qui est sympa. Je vais rebondir vite fait là-dessus, si tu veux bien. Bien sûr. En fait, moi j'ai mis en place des actions comme ça avec des entreprises où on a installé justement sur des terrasses communes dans les bâtiments ou à proximité des espaces nature, pour justement accueillir avec des petits hôtels, mais comme dit spécialisés, des plantes, des écosystèmes en fait, qui permettent aux employés d'avoir des moments de détente au milieu de la nature où les oiseaux viennent gazouiller, les abeilles viennent voler, etc. Et en même temps, aux entreprises d'avoir une action concrète au regard de l'écologie et de l'écosystème. Et donc, en fait, c'est donnant-donnant. Donc, voilà, c'est pas complètement déconnecté du monde de l'entreprise. Au contraire, je pense que c'est extrêmement lié. Et ça ramène aussi dans les entreprises des possibilités d'ensauvager les espaces. Eh bien, écoutez, pareil, tous les liens sont en description. Si vous souhaitez contacter Marie, n'hésitez pas. En tout cas, Marie, un grand merci. Merci à toi pour l'invitation et pour ce podcast. C'est surtout le chien qui te remercie d'être venu aussi. Ça. Je crois que maintenant, il va falloir que je lui fasse des gratouilles parce que là, il est au bout de sa vie. Non, il n'est pas au bout de sa vie. Non, il est joyeux, il est content, il fait la fête. C'était le 3e invité, c'était Brooklyn, mon assistant quotidien. Marie, merci encore. Merci à tous les auditeurs, merci d'avoir écouté ce podcast, merci de le partager également. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. C'était le 48.7. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.